Soyez les bienvenus. Dans ce sujet, nous allons analyser les fausses vérités sur l'Algérie, diffusées quotidiennement par les médias français. Depuis maintenant 2 siècles, l'Algérie est toujours d'actualité dans la sphère économique, politique et médiatique française. Ces 3 volets sont inséparables et sont personnifiés par les mêmes milieux. Cette propagande n'est pas nouvelle, elle remonte bien avant la colonisation, et à partir de 1870, elle s'étend à toute la société car on l'inculque, désormais, aux écoliers français, donc au peuple, par le truchement d'enseignants complaisants et zélés. Cette infection est généralisée et difficile à combattre tant elle est ancrée au plus profond de la société française, fabriquant des esprits vulnérables, dociles, soumis et manipulables. Cette falsification est pour eux, maintenant, la vérité. Il est à remarquer que ce dénigrement fait, également, des victimes collatérales. En effet, le plus navrant est qu'ils ont réussi à contaminer les étrangers vivant en France et des Algériens. En premier lieu, le peuple algérien doit tirer fierté que les réactionnaires de France et d'ailleurs nourrissent une telle haine contre leur pays. Il est rassurant que ces détracteurs rancuniers, ignorants et malhonnêtes s'acharnent sur ce pays. Car cela signifie que l'Algérie est restée fidèle à ses principes. Avoir de tels amis veut dire qu'elle a trahi la promesse universelle de novembre 1954, soutenir le combat de tous les peuples contre l'oppression. Mais, que l'on ne s'y trompe pas, ces gens ne s'opposent pas au gouvernement algérien, mais ils sont de véritables ennemis de la nation algérienne. Si l'on conteste uniquement des dirigeants, pourquoi alors dénigrer la révolution algérienne et le FLN de l'époque issu du peuple? Pourquoi insulter les résistants et la mémoire des martyrs? Pourquoi éprouver de la sympathie pour les oppresseurs, les criminels aux mains couvertes du sang d'un peuple innocent? Pourquoi reconnaître et célébrer les traîtres? Que dirait la France si l'Allemagne honorait ces renégats français, ceux qui ont collaboré avec l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale? Que dirait la France si l'Allemagne n'avait pas reconnu ces crimes? Que dirait la France si les médias allemands, au nom de la démocratie, de la liberté d'expression, invitaient des nazis, des révisionnistes, des nostalgiques du régime hitlérien faisant l'apologie de l'occupation de la France et du gouvernement de Vichy, fascistes et collaborationnistes? Ce que, en France, on nomme le régime de Vichy a pour désignation officielle État français, c'était le régime légal de la France de l'époque. Et enfin, que dirait la France si l'Allemagne n'avait pas versé les réparations économiques et financières imposées, exigées par cette France? Dans l'échelle des valeurs de ces gens, leur pays est au-dessus des autres. Cela démontre bien que ce sont des cerveaux malades, et leur cas relève de la psychiatrie. Nous allons extraire de ce catalogue de la diffamation les calomnies les plus fréquentes. L'une d'entre elles consiste à hurler « Le FLN a aussi commis des atrocités ». Cette tentative de criminaliser la guerre de libération date du 1er novembre 1954. Ils cherchent à normaliser, voiler l'hyperviolence coloniale et la mettre au même plan que la violence révolutionnaire du peuple algérien. La France a mené une guerre d'agression génocidaire totale, l'Algérie a lutté pour sa survie, et son émancipation, une guerre juste puisque légitime. Dans ce combat à mort, l'ennemi qui veut vous anéantir, vous détruire, reproche, en fait, aux Algériens de résister, de s'être libérés et d'être toujours là sur leur terre depuis des millénaires. L'idéal pour eux est que ce peuple subisse le sort des Amérindiens, qu'il se fasse massacrer et disparaît de la surface de la terre. Un bon Algérien est un Algérien mort. Et ceux qui survivent doivent végéter sous la botte du Français et de l'Européen, courber l'échine, et les remercier d'être un esclave encore vivant. Ils s'immiscent dans tous les aspects de la vie des Algériens, le passé, le présent, du plus sacré au plus intime. La finalité est de dépouiller les Algériens de tout. Cette propagande, généralisée et insidieuse, insulte les Algériens dans ce qu'ils ont de plus profond et dénigre ce qu'ils ont de plus sacré, une résistance de 132 ans avec son lot de destruction, de morts, de blessés, de torturés, de bannis en Nouvelle-Calédonie-Kanaky et en Guyane. Les autres calomnies obsédantes concernent les frontières de l'Algérie au début de l'agression française, l'existence d'un État algérien, la marine algérienne et la lutte contre les pays européens, et l'antisémitisme supposé de la révolution algérienne. Un de leurs mensonges préférés est la question des frontières. Ces manipulateurs s'égosillent. La France est à l'origine des frontières algériennes. D'autres hurlent, l'ouest et le sud-ouest sont marocains. Il suffit de regarder une carte géographique, tout en restant prudent, car elles sont dessinées par des Français et Européens, avec le peu de moyens et de connaissances de l'époque, mais aussi leurs préjugés, leur partialité et leurs prétentions. En effet, il faut toujours aborder les ouvrages français et européens, notamment d'histoire, avec 1000 précautions et un esprit très critique. À cette époque, l'occupant divisa l'Algérie en 3 départements, Alger, Constantine, Oran. En fait, ce découpage administratif reprend celui déjà existant. Ainsi,
le Bellicat d'Oran est devenu le département d'Oran, etc. Nous constatons une frontière entre la Tunisie et le Bellicat de Constantine, et une frontière entre le Bellicat d'Oran et le Maroc. Les deux bellicats étaient sous l'autorité du Dey d'Alger, dirigeant de la Régence, le régime politique de l'Algérie à l'époque. Au sud du pays, au-delà des hauts plateaux, bien que cette région n'appartint pas à la Régence, les liens étaient très forts, familiaux, linguistiques, culturels, religieux, économiques, militaires. L'ensemble de ce Grand Sud était le prolongement naturel du nord de l'Algérie. Ce territoire fut mis par la France sous contrôle militaire. Nous constatons que la France a conquis et repris les frontières existantes de l'Algérie pour la transformer en une colonie de peuplement. La Tunisie, puis le Maroc seront protectorats français plus tard. Par conséquent, la France n'a rien inventé. Elle a tout simplement respecté les frontières et le découpage administratif de l'Algérie d'avant l'occupation. Nous remarquons, aussi, que la région à l'est du Maroc avec Oujda était une partie du territoire du Bellicat d'Oran. Ces deux populations partagent tout, coutumes, traditions, langues, religion, culture, musique, gastronomie, etc. Le Maroc n'a-t-il pas revendiqué et soutenu que la musique raï-oranaise était née à Oujda? Pourquoi pas à Marseille ou à Barbès? Cette appropriation par la France de cette musique vient lentement et sûrement. Pouvoirs marocains et français procèdent de la même manière pour déposséder, spolier l'Algérie. Un autre exemple édifiant. Au sud d'Oran, à la fin du XIXe siècle, les habitants de la localité de Misserguine ont fait connaître à un prêtre français dénommé l'abbé Clément un fruit inconnu. Les Français se l'approprièrent, aussitôt, et le font connaître sous le nom de clémentine. Ils ont fait croire au monde que ce prêtre était à l'origine de ce fruit, gommant ainsi toute référence à l'Algérie. Ce pays devrait rebaptiser ce fruit et l'appeler Misserguine. Ainsi ces deux pouvoirs ne visent pas seulement l'État algérien mais son peuple qu'ils veulent dépouiller de ses richesses économiques, culturelles, etc. Ils l'offensent continuellement, le narguent sans honte aucune, et montrent qu'ils n'éprouvent aucune considération envers ce peuple, pourtant bien plus remarquable et admirable que ces gens. N'ont-ils pas menti pendant des siècles et des siècles à propos des origines amazighes de saint Augustin, affirmant qu'il était d'origine latine, comprenez européenne? La falsification est intense et touche tous les domaines. Rappelons à ces obsédés des frontières que la région niçoise a changé constamment d'appartenance et fut italienne jusqu'en 1860. Cette même année, la Savoie subit le même sort que Nice. Ainsi, ces deux régions deviennent françaises 30 ans après l'Algérie. Et c'est seulement un siècle plus tôt que la France avait annexé l'Alsace, la Lorraine, la Corse et d'autres régions. Et donc, de tout temps, les frontières de tous les pays sont fluctuantes. La France est une création germanique, dirigée par des germaniques, dont le plus connu est Charlemagne, et la capitale était Aix-la-Chapelle en Allemagne. Elle s'est constituée peu à peu par la force, la violence, la guerre, la terreur et contre la volonté des peuples qui la constituent. La population algérienne est homogène, alors que celle de France est composée d'une mosaïque de peuples, que Paris a uniformisé par l'école, le service militaire et la répression. Ces gens étaient passibles de prison s'ils s'exprimaient dans leur langue maternelle au lieu du français. Ce pays fut très longtemps obsédé par ce qu'ils ont appelé les frontières naturelles, c'est-à-dire les Pyrénées, les Alpes, le Rhin. Une conception absurde qui a coûté de nombreuses guerres avec les pays voisins et a divisé le peuple basque, ou celui de la Sarre, la Moselle actuelle, ou celui de la Flandre, ou celui de la Catalogne. À ce premier mensonge au sujet des limites géographiques, suit celui relatif à l'existence d'un État algérien. À la veille de l'agression française, le Dey d'Alger a donné un coup de soufflet au consul de France pour son impertinence, son arrogance. La réception de ce diplomate d'une nation étrangère par le souverain du pays hôte signifie que la France entretenait des relations diplomatiques avec Alger. Et par conséquent seuls des États établissent des relations diplomatiques. En dehors de la France, la Régence signa des traités avec de nombreux pays européens, Portugal, Suède, etc., et avec la Nouvelle République américaine. Ces Américains qui ont salué le combat des Algériens contre la France, de l'émir Abdelkader à celui de novembre 1954. Ils fondèrent une localité en l'honneur du héros algérien et signèrent donc un traité d'amitié à la fin du XVIIIe siècle, à la suite d'une courte bataille navale entre les deux pays en Méditerranée occidentale. Cette rencontre avec la marine algérienne a eu pour effet direct la création de l'US Navy. L'Algérie fut l'un des premiers pays à reconnaître la Nouvelle République américaine. Ces Américains qui ont bâti leur État sur les cadavres des populations autochtones ont adopté une position radicalement opposée à l'égard de l'Algérie. Ces colons américains que la France a aidés dans leur guerre contre leur mère patrie, la couronne britannique, et qui ont soutenu la population autochtone de l'Algérie contre leurs cousins colons français. Le marquis de Lafayette,
célébrés en héros de la liberté, a prêté main forte à des colons, à des bourreaux venus d'Angleterre et non aux victimes amérindiennes. En Méditerranée, les marins algériens courageux et libres ont contrecarré la sale besogne des pays européens de domination des peuples. Ces hommes se sont battus seuls face aux marines de ces pays. Et comme tout État constitué, la Régence avait des forces armées, dont la marine était le joyau. En effet, le danger, comme de coutume, venait du Nord, en l'occurrence de l'Europe. Constamment dans la dévalorisation, les Français ont donné le surnom, et jusqu'à nos jours, de pirates aux marins algériens. Dès le XVIIe siècle, cette régence possédait une marine puissante et dominait la Méditerranée, et fit des incursions en Grande-Bretagne, Irlande et Islande. Ces marins intrépides étaient dirigés par des raïs, des capitaines, dont les plus célèbres sont les frères Kheyreddine. Ce terme de raïs est toujours utilisé en Sicile. Cette marine protégeait le pays contre l'expansionnisme européen. À la suite de l'expulsion d'Espagne des Arabo-Amazirs, les Espagnols envisagent dès lors de s'établir durablement sur les côtes algériennes. De 1504 à 1510, ils occupent Mers el-Kébir, Oran, Béjaïa et Impeñón, face à Alger, c'est-à-dire un îlot-forteresse. La marine algérienne libère, peu à peu, ces villes, sauf Oran et Mer el-Kébir qui demeurèrent espagnoles de 1509 jusqu'en 1708, soit 2 siècles. Chassés, donc, en 1708, les Espagnols conquièrent une nouvelle fois Oran en 1732 jusqu'en 1792. En effet, à partir de 1775, l'Espagne va lancer une série d'expéditions qui ont pour objectif de réduire l'influence algérienne en Méditerranée, dans le cadre de la guerre hispano-algérienne de 1775 à 1785. Du XVIe siècle au XVIIIe siècle, pendant ces 300 ans, Oran fut occupé 260 années par l'Espagne. Cette profonde hispanisation de la ville est illustrée par la fondation, par un Oranais, au XVIIIe siècle, de la dernière ville espagnole sur tout le continent américain. Cette localité se trouve au nord de l'Argentine et se nomme la Nouvelle-Oran. Moins d'un siècle plus tard, cette hispanisation reprend. Dès 1870 à 1880, pendant l'occupation française, le colonisateur a encouragé, organisé l'afflux d'Espagnols à Oran et sa région. Les autochtones algériens ne constituaient, parfois, plus que 20% des habitants de la ville. Ainsi, cette population a vécu, ce que les fascistes français nomment le grand remplacement. Les Oranais ont expérimenté, durant de nombreux siècles et à leurs dépens, ce bouleversement. En France, les plus modérés, les soi-disant pacifistes, et les arriérés et autres imbéciles qualifient, avec nostalgie, ces périodes de vivre ensemble. Des époques, pendant lesquelles l'indigène est au service de l'Européen, vissé à sa place de domestique, de serviteur, de bête de somme, d'objet des conquérants. Qu'il soit fasciste, conservateur, libéral, non-violent ou progressiste, le salut des non-européens est d'être au service de ces gens qui se définissent comme supérieurs. Procédant toujours par la dévalorisation des peuples que l'on veut soumettre, comme pour les Amérindiens, les Africains, les Asiatiques, les Français donnèrent le nom de barbaresque au peuple algérien. Naturellement, les Français étaient les véritables barbares. Les Algériens eurent face à eux des soldats ignorants, illettrés, grossiers, brutaux, avides, cupides, ignobles, répugnants et disposés aux pires exactions et au génocide. Leurs descendants aident, plus tard, les nazis, pendant l'occupation allemande. Apparemment, les crimes de masse sont une tradition européenne. Une autre calomnie est permanente depuis la guerre de libération et l'Algérie est antisémite. Cette accusation provient de ceux qui ont couvert l'Holocauste. Ce qui est attristant et incompréhensible est que des membres de la communauté juive originaire d'Algérie propagent ce discours. Ce comportement est motivé par le ressentiment à l'encontre des Algériens qui menaient un combat pour leur survie. Ces gens se considèrent français et non pas autochtones d'Algérie et voulaient le maintien du système colonial, cela veut dire l'oppression des Algériens. À la veille de l'agression de 1830, la France a lésé les Algériens dans leur ensemble, juifs et musulmans. Rappelons que les banquiers algériens étaient juifs et la France leur débiteur. Elle refusait de les rembourser et exigeait un nouvel emprunt, ce que les Algériens, juifs et musulmans, ont refusé. La France n'a, évidemment pas, honoré ses dettes, mais elle a envahi l'Algérie. Ainsi, la situation actuelle des Juifs, que l'Algérie a toujours protégée, a été créée par l'extrême cupidité et malhonnêteté de la France à leur égard. En lésant l'Algérie, à la veille de la colonisation, la France a volé, extorqué, escroqué les Juifs. Aujourd'hui, on lui décernerait le titre d'État voyou. Cette France a, également, introduit l'antisémitisme en Algérie. Le premier journal antisémite a été fondé à Alger, par un Français, pour soutenir sa carrière politique naissante, et il fut élu. Dans les années 1930, à Oran, aussi, les hommes politiques affichaient leur antisémitisme.
ces coalitions se nommaient Union latine qui exclut juifs et musulmans ou plus explicite Union anti-juive. En effet, l'antisémitisme dans cette population française et plus généralement européenne était très profond, très ancré. Un homme politique devait être anti-musulman et antisémite pour mener une carrière d'élu. En effet, l'antisémitisme était totalement étranger à la population algérienne. Bien entendu, ces partis politiques français ont tenté de retourner les musulmans contre les juifs, mais ce fut un échec. Durant la Seconde Guerre mondiale, à l'opposé des juifs français et européens, ceux d'Algérie échappèrent à l'Holocauste. Rappelons aussi que durant l'État de Vichy, c'est-à-dire la période où la France a collaboré avec les nazis allemands, les juifs d'Algérie furent déchus de leur nationalité française et leurs biens spoliés. Immédiatement, les organisations musulmanes algériennes ont exprimé leur solidarité. Et après la libération, des hommes politiques français auraient souhaité maintenir cette mesure de Pétain, la régression des juifs à l'état antérieur d'indigènes. Une autre contre-vérité est celle des quartiers juifs en pays musulmans. En effet, les juifs avaient leur propre espace, mais le ghetto est né en Europe. Durant l'occupation française, la ségrégation était sociale, entre riches et pauvres, mais aussi ethnique, religieuse et spatiale. Les Juifs, les Algériens musulmans, les Européens chrétiens avaient chacun leur propre quartier. Les Juifs avaient la possibilité d'habiter ailleurs, ce qu'un Algérien ne pouvait faire. Mais ils sont demeurés dans leur quartier, par exemple, les Oranais ont bâti leur grande synagogue à proximité. En effet, l'essentiel de cette population était de conditions modestes, et parfois très modestes. Pendant cette période, ceux qui sont enfermés dans des ghettos sont les Algériens. À la veille du 1er novembre 1954, dans les statistiques coloniales, les Juifs étaient classés européens, à la suite du décret Crémieux d'octobre 1870 qui attribue la citoyenneté française aux indigènes israélites d'Algérie. L'auteur est un avocat, un homme politique et l'un des fondateurs, en 1860, de l'Alliance israélite universelle. Puis, ces Juifs algériens abandonnent leurs prénoms arabes pour des prénoms à consonance française et s'assimilent totalement. Alors que les Algériens de confession musulmane étaient classés indigènes, avec la violence et l'indignité attachées à ce statut. À l'indépendance, les Juifs n'étaient plus algériens. On les désigne par des expressions absurdes qui n'ont aucun sens comme pieds noirs, Français d'Algérie, rapatriés d'Algérie. Ces Juifs sont des indigènes, ils ne sont pas venus avec les Français coloniser leur propre pays, l'Algérie. Allons encore plus loin dans le discrédit, ces manipulateurs déclarent, sans aucun remords, sans aucune retenue que la révolution algérienne a des relents d'antisémitisme. Ils affirment que les Juifs ont quitté l'Algérie, contraints et forcés par le FLN. Ce qui est parfaitement faux. Pendant cette guerre de libération nationale, le FLN a diffusé de nombreux appels en direction des Algériens de confession juive à rejoindre le combat libérateur. Mais malheureusement, la très grande majorité de cette communauté a choisi le camp du colonisateur, et non celui du libérateur. Ils ont décidé qu'ils n'étaient plus algériens, mais désormais français. Certains ont collaboré activement à la répression des Algériens et participé au combat contre les moudjahidines. En effet, ils ne sont pas partis parce qu'ils sont juifs, mais ils ont suivi l'occupant, à l'exemple des Européens chrétiens et des harkis musulmans. La ligne de partage pour la révolution algérienne n'est pas ethnique et religieuse, mais éthique. Les hommes et femmes libres de ce pays se sont levés. Des Juifs et des Juives ont rejoint la résistance et furent assassinés par l'armée française. D'autres, comme Henri Curiel, assassiné à Paris en 1973, furent des éléments essentiels dans le financement de la Révolution, ou bien dans les tribunaux militaires français, défendant les révolutionnaires algériens, qui risquaient la peine de mort et la guillotine. Alors pourquoi ces Juifs, qui n'étaient pas tous algériens, se sont-ils sacrifiés pour une révolution prétendument antisémite ? Comme les Juifs algériens sont des autochtones, ils sont traités comme tels. Il y a ceux qui ont trahi les leurs à l'exemple des harkis musulmans, et ceux qui ont donné leur vie pour leur véritable patrie. Donc, il n'y a aucun antisémitisme dans cette affaire. Les Algériens assimilent les Juifs qui ont suivi l'occupant aux harkis. En fait, ces détracteurs, afin d'occulter leurs agissements coupables, accusent l'autre de tous les maux. Ils sont nostalgiques d'une société coloniale, inhumaine, dégradante. Ils sont nostalgiques d'un système criminel. Ils sont nostalgiques de l'asservissement, de la misère, de la clochardisation, de l'exploitation des Algériens. Et naturellement, le FLN, assiégé de toutes parts, a combattu cet ennemi au même titre que les Européens et les harkis car il s'agissait d'une lutte à mort pour la survie de la Révolution et la renaissance de la nation. Les Algériens étaient en légitime défense, et ils opposaient une résistance farouche contre l'oppresseur sanguinaire. Par conséquent, tous ces rétrogrades reprochent aux Algériens d'avoir mis fin à leurs rêves assassins,
et qu'ils se sont libérés de ce cauchemar. Ces gens-là veulent bien vivre en Algérie, mais coloniale. Un pays enchaîné et plongé dans la nuit pendant 132 ans. Un pays dans lequel les Français seraient toujours les maîtres et les Algériens, leurs esclaves. Il faut qu'ils comprennent qu'ils n'arriveront jamais à soumettre ce peuple plusieurs fois millénaire. D'autres ont essayé avant eux, mais ils ont fini par partir, eux aussi. Le sacrifice pour la liberté et la dignité est sa devise depuis la nuit des temps. On a tout infligé à ce peuple. Mais il est toujours là, debout, prêt à défendre la terre des ancêtres. La répression était la règle, expéditive, permanente pour qu'il courbe l'échine. Mais à l'exemple du roseau. Il ne casse pas, il se redresse, toujours, et encore. Que ces gens n'oublient pas que Amazir signifie homme libre et pendant la Révolution, le FLN s'adressait à son peuple par l'expression arabe. أيها الأحرار. Ô vous, les hommes libres. Que ces réactionnaires méditent cette réflexion de Frantz Fanon à propos de la Révolution algérienne. Un peuple qui se libère lui-même est difficile à conquérir, à soumettre. L'Algérie du temps de l'occupation française n'était pas un paradis mais l'enfer. Sinon pourquoi un peuple se soulève-t-il, prêt à mourir ? À travers les siècles, les différents envahisseurs ont cru l'avoir soumis. Grave erreur. Que cache cet acharnement ? Quel est le dessein poursuivi ? Nous entendons tout et n'importe quoi. En effet, des commentateurs ignorants et malhonnêtes s'acharnent à maquiller le passé. Un passé que l'on veut normaliser, le rendre plus acceptable. Ne connaissant rien à ce sujet, cependant ils commentent. Ils braillent, sans se lasser. Et leurs préoccupations ne sont pas d'ordre historique, mais idéologiques et politiques. Ils ne s'en cachent pas. Leur but n'est pas pédagogique. Ils ne sont pas à la recherche de l'objectivité et encore moins de la vérité. Ils ont choisi un camp, et le défendent bec et ongles. Quitte à falsifier encore l'histoire. Et toujours, bien entendu, au détriment des Algériens. Il est affligeant de voir de tels pantins déverser leur haine et leurs bêtises, avec conviction, en direction de gens, tout aussi ignorants qu'eux. Avec les médias d'aujourd'hui, la propagande est passée à l'échelle industrielle, et elle est si intense que le citoyen s'y perd, s'intoxique, et le mensonge devient vérité. La raison profonde de toute cette agressivité, de cette mauvaise foi de ces gens, est la peur face aux Français et au monde. Dans le premier cas, il s'agit de détourner l'attention et occulter les dossiers problématiques, les comportements coupables, les compromissions, l'enrichissement continu d'une minorité et la descente aux enfers pour les gens ordinaires. Ils veulent masquer la sombre réalité de la société française, le dépouillement des biens de la nation au profit du privé, un État qui protège les intérêts de certains au détriment de ceux des Français. Un État qui transfère, discrètement, les richesses du pays au profit de ses prédateurs. Un État qui ne protège pas ses citoyens, mais uniquement les plus riches. Cette appréhension est également présente face au monde. Ces médias redoutent le déclassement de la France. En effet, cela signifie des milliards de dollars perdus dans les pays africains et en Algérie, mais aussi l'affaiblissement de son influence. La montée en puissance progressive de l'Algérie dans le domaine économique, diplomatique, géopolitique les dérange. Ces gens rêvent de la contrecarrer. Ce pays n'est plus un vassal et encourage par l'exemple les autres pays africains à engager la même émancipation. Ce développement économique ne profite pas à la France et peu à peu, ce que redoutent ces médias, est la disqualification économique et politique de la France sur le continent africain et sa mise à l'écart. Ce qui les enrage, également, est qu'ils n'arrivent pas à accepter qu'une partie de la tranquillité de la France dépend du travail fourni par les services de sécurité algériens, de toute apparence plus efficace. Sans omettre, la lutte contre l'immigration illégale vers l'Europe. Ce pays bloque des dizaines de milliers de candidats pour l'émigration. Ce tableau n'éveille pas en eux de la reconnaissance, l'esprit de coopération avec ces peuples mais la haine, le mépris. Ils refusent de tirer les conclusions de cette nouvelle réalité. Comme tout rétrograde, ils se complaisent dans l'invective, le déni, et se recroquevillent dans un passé imaginaire. Par vanité, condescendance, ils préfèrent mener leur pays vers la discorde, la violence et le déclin que de s'adapter au monde, en constante évolution, dans lequel la France est à sa juste place comme l'ensemble des autres pays. Par conséquent, le travail de ces commentateurs et démagogues est de voiler la vérité, asseoir la manipulation, le déni et la fuite en avant. Simultanément et parallèlement, ils intensifient leur répression contre l'ensemble des gens de culture musulmane. Les nombreuses lois votées en attestent. Les thèmes sont innombrables: laïcité, halal, enseignement privé, mosquée, voile, les femmes, intégrisme, cantine, et bientôt le ramadan et l'obligation de porter un croissant vert. Mais ils n'interdiront pas la circoncision, car une autre religion la pratique aussi. Ce n'est pas des divagations ou de la démence.
Un ministre de l'Intérieur et président de la République n'a-t-il pas employé la formule « La France tu l'aimes ou tu la quittes ». L'objectif est de transformer ce pays en un lieu invivable, hostile pour ses gens, en espérant qu'ils aillent au diable, avant que de les enfermer dans des camps. On emprisonne déjà les migrants, enfants et adultes, originaires des pays du Sud, au même titre que les délinquants. Ainsi en Occident, les droits humains sont facultatifs mais obligatoires pour les autres pays. Par conséquent, l'objectif ultime est l'expulsion des musulmans, ce qu'ils appellent la remigration, qui n'est autre que de la relégation, de la déportation, du bannissement. Des Algériens ont déjà vécu cette infamie, cette douleur. Leurs descendants vivent en Kanaki-Nouvelle-Calédonie et en Guyane. Et avant eux les Espagnols musulmans et juifs d'Al-Andalus. Merci de votre attention et à bientôt.